Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'à ce lieu. Donc, bonjour Colline. Bonjour. Donc, tu es l'autrice de 7 ans et 9 mois. Je le résumerai à un documentaire poignant, mais drôle, sur les essais et la mise au monde de ton bébé avec Sam. Oui, ok, d'accord. Nous sommes, pour ceux qui l'ont lu, nous sommes impressionnés par ton CV. Il y a donc les 2 films d'animation consacrés à Astérix. Il y a Migration, Cro-Blanc, les 2 Tous en scène. Et dernièrement, il y a Angelo et la forêt. Ouais. Voilà. Et prochainement, il y a La fille dans les nuages. Ah oui, vous connaissez ce projet ? J'ai cherché un petit peu. D'accord. Oui, bah, moi j'ai commencé, donc c'était il y a longtemps, hein, c'était un peu les premiers films d'animation qui se faisaient en 3D en France, premier gros film, donc sur Moi Moche et Méchant, 1, 2, après, avec Sam qui fait aussi du cinéma d'animation, on a voyagé, on est parti au Canada, en Espagne, dans des gros studios aussi américains. Et voilà, et après oui, voilà, en fait, avant tout, je suis animatrice. Et maintenant directrice d'animation sur les derniers projets. Voilà. Alors, comment est l'évolution des femmes dans ce milieu-là ? Ouais. Alors, au départ, moi, quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes. Déjà, j'ai fait l'école des Gobelins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école d'animation. Et j'étais la seule seule fille dans ma classe. Et quand j'ai commencé, je dirais qu'il y avait à peu près 10% de femmes, peut-être même moins. Et là, ça a quand même pas mal évolué. Les jeunes générations, elles sont beaucoup plus nombreuses. Voilà. Après, à des postes clés, par exemple direction d'animation, des postes comme ça, il n'y en a pas en fait. Enfin, il y en a très peu. Moi, j'ai jamais eu des femmes au-dessus de moi. Voilà. Ça me fait penser justement à une page dans le livre où tu portes le film Astérix avec quelqu'un. Ouais. Alors, est-ce que c'est misogyne ce que je vais dire, mais est-ce que c'est parce que tu es une femme que tu avais quelqu'un ? Non. Non. Alors pour le coup, au départ, c'était le réalisateur m'avait contacté. Oui. J'avais travaillé avant en tant qu'animatrice sur le premier Astérix. Et c'est moi qui ai proposé de le faire à 2, en fait. Voilà. Parce que c'était une première expérience, c'était un très gros projet, avec beaucoup de pression. Et parce que je trouve ça bien de travailler à 2, en fait. Je trouve ça mieux, en fait. Voilà. Alors, comment ça se passe puisque donc, on va expliquer, donc 7 ans et 9 mois, c'est le temps que tu as mis pour être enceinte. C'est 7 ans. 7 ans, ouais. Voilà, et puis évidemment 9 mois. Et donc, on va commencer un peu à l'envers, c'est que comment ça se passe dans ton milieu lorsqu'on est enceinte ? Est-ce qu'il y a des horaires adaptés ? Est-ce qu'il y a du mobilier adapté ? Non, pas du tout. Après, ça dépend peut-être des studios. Moi, c'est un peu particulier dans mon milieu parce qu'on est intermittent et on travaille au projet. Donc, je ne suis pas employée dans un studio à temps plein, tout ça. Mais en tout cas, en l'occurrence, oui, j'étais les premiers mois, je piquais du nez, je me mettais sous ma table, je errais dans les couloirs pour chercher un endroit pour pouvoir juste m'allonger 5 minutes. Et non, c'était pas du tout prévu pour, quoi. Non. Et dans ce cas-là, quelle est la réaction des gens qui sont autour ? Pas de problème. Pour le coup, c'est un milieu vraiment où on travaille en tout cas là, on travaille quand même avec des gens qui deviennent des amis, qui sont... Donc moi, j'allais dormir dans le bureau des directeurs d'animation. C'était vraiment pas... J'en ai parlé tout de suite. Ils m'ont tout de suite dit non, mais t'inquiète, si t'as besoin de te reposer. C'est quand même... Je connais pas la vie d'entreprise. C'est quand même particulier comme milieu aussi. Ça va. Et alors, est-ce que tu as continué à travailler pendant toute ta grossesse ? Non, mais en fait, il y a le confinement qui est arrivé au bout de 3 mois. Mmh. Donc, on a tous été arrêtés, comme tout le monde, et on s'est retrouvés chez nous. Donc, j'ai pu dormir, me reposer. Donc, voilà, ça n'a pas été vraiment un problème, du coup. Et donc, justement, tu en as parlé, quel est ton statut ? Donc, c'est intermittent, c'est ça ? Oui, intermittente, ouais. Et donc, par rapport aux gens qui sont salariés, t'as quoi ? T'as quand même des vacances, du chômage et tout ça ? Vacances, quand t'es au chômage, du coup, forcément. Mais non, oui, en fait, t'as du chômage, en fait. Tu travailles, tu cumules des heures, il faut faire un certain nombre d'heures, et puis quand tu as ces heures-là, tu as droit à un chômage. Alors le statut est quand même de moins en moins intéressant, mais comparé au statut d'auteur ou indépendant, c'est quand même bien, en fait.
Je veux dire, quand on trouve du travail et qu'on arrive à faire ses heures, en tout cas. Alors, pourquoi avoir raconté cette histoire, 7 ans et 9 mois ? Pourquoi l'avoir raconté ? Je pense qu'en fait, déjà, dans un premier temps, moi, il fallait que je la raconte. J'avais besoin de la raconter, pour moi, de tout dire, tout. Donc, j'avais fait une première version où vraiment il y avait tous les moindres détails pour le raconter, moi, à ma manière, en fait. Et par mes yeux, de manière complètement subjective, mais donner un peu mon point de vue, en fait, là-dessus. Et après, je l'avais fait aussi j'ai commencé à le faire pendant la grossesse, en fait. J'ai commencé à raconter la grossesse. Pardon, putain. Non, c'était pour dire que je l'avais fait aussi pour ma fille, en fait. D'accord. Au final, c'est pour lui raconter aussi son histoire, en fait. Donc c'était pour moi, pour Sam, mais aussi pour ma fille, voilà. Alors, et pourquoi en bande dessinée, finalement ? Comment vous avez vu l'idée ? Moi qui l'ai lu, alors, est-ce que c'est venu... Pour moi, il y a deux pistes. Soit c'est venu après l'épisode chamanique, soit l'idée du médecin réunionnais qui vous est revenue en tête. Ouais, exactement. Il y a les deux. Franchement, c'est exactement ça. Donc, un des moments les pires où j'étais complètement perdue par rapport à tout, en fait. Des angoisses, tout se mélanger, des angoisses de mort. J'ai rencontré ce médecin réunionnais, en fait, et c'est elle un peu qui m'a poussée. Bon, elle était médecin, mais elle travaille aussi sur d'autres aspects. Ça peut paraître un peu bizarre, peut-être ici, mais à La Réunion, pas forcément. Et elle m'a poussée aussi à travailler sur, moi, de mon côté, en tout cas, à me réapproprier cette histoire et donner du sens, en fait, à cette histoire. Et, sachant que je dessine, etc., elle me dit, peut-être que pour vous, ça peut être une idée aussi, en fait, de vous raconter cette histoire, et plutôt que de voir ça juste comme quelque chose d'horrible qui sert à rien, d'y trouver du sens, en fait. Donc il y avait eu cette première piste, mais j'ai pas commencé à raconter à ce moment-là, hein, j'en étais pas du tout là, j'avais pas du tout. Et après, plus tard, oui, la chamane qui avait donné une petite piste sur le côté création et le lien qu'elle faisait, elle, en tout cas. Alors, après, je sais pas, entre la création et le fait de donner vie. Voilà. En tout cas, j'ai commencé à redessiner pas mal après l'avoir vu, quand même. Et retrouver du plaisir à dessiner pour moi, en fait, vraiment comme une enfant, en fait, vraiment. Et c'était juste dessiner, et voilà. Parce que, est-ce que dans le milieu du cinéma d'animation, on dessine tout autant ? Alors, déjà, ça dépend des gens. Là, on fait quand même sur ordinateur. Moi, je fais de l'animation 3D. Moi, personnellement, je prépare toutes mes animations en faisant des petits crobards. Il y a une planche là dans la BD où on voit vraiment toute la c'est le tout début de la deuxième partie où je tombe enceinte, où il y a toute la décomposition du mouvement, en fait. Alors, c'est le genre de petits dessins qu'on peut faire pour quand on cherche des idées de jeu, d'acting et tout ça. On fait des petits crobards comme ça. Donc, moi, je dessine beaucoup. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui jouent les choses, il y en a qui se filment, ou qui font les deux. Moi, je joue aussi. J'aime bien jouer aussi. Mais on dessine quand même. Après, en tant que directrice d'animation, je dirais qu'à la limite, je dessine encore plus, puisqu'en fait, je dessine par-dessus les animations pour corriger les poses, pour expliquer des choses de posing, de dessin. Mais voilà. Mais ça passe quand même pas mal par l'ordi. Enfin, ça passe par l'ordi. On est sur l'ordi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à dessiner pendant le confinement, moi, je voulais plus d'ordi. Je voulais juste une feuille, un crayon et un truc simple. J'avais juste un stylo bic, un crayon bleu, et je voulais juste raconter. C'est tout, en fait. Ouais. Alors, lorsque tu as commencé à avoir l'idée de cette bande dessinée, est-ce qu'il y a des livres ou des bandes dessinées qui t'ont inspiré ? Carnet de santé foireuse, ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, Carnet de santé foireuse, si je me rappelle bien, c'est par rapport à la maladie de Crohn. Voilà, donc par rapport à l'intestin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est Pose-là, en fait, qui vient aussi de l'animation, qui a fait Les Gobelins avant moi. Je le connais pas personnellement, je l'ai croisé comme ça, mais ouais, j'ai adoré ce roman graphique, cette BD. Allez, je la trouve vraiment géniale. Et c'est pareil, c'est vraiment... c'est pareil. Le dessin est incomparable. C'est vraiment un niveau... Mais il raconte, en fait, son parcours avec sa maladie, comment il a découvert sa maladie, etc. Sur un ton aussi humoristique. Et il y a des dessins qu'il avait fait vraiment à des moments très, très durs qui sont... En fait, c'est parti de... je ne vais pas parler pour lui, mais bon. Il y a des dessins qui sont restés dans la BD, en gros, qu'il a fait à des moments très difficiles, en fait. Et c'était le seul moyen qu'il avait de se soulager, c'était de dessiner, finalement. Et je trouve que les dessins sont vraiment super forts. Et alors, justement, toi, tu as été plusieurs fois à l'hôpital. Est-ce que tu as dessiné à l'hôpital ?
Non, alors moi j'ai pas été tant que ça, j'ai pas été à l'hôpital, j'ai fait beaucoup d'examens. Ah si, j'ai été un petit peu quand même pour une opération pour l'endométriose. Mais ouais, mais j'ai fait beaucoup d'examens, beaucoup d'allers-retours oui, j'étais un peu à l'hôpital, ouais. Mais est-ce que j'ai dessiné là-bas? Non, pendant le parcours, j'ai pas dessiné en fait, je sais pas, là pour le coup c'était trop dur, j'étais pas du tout axée là-dessus en fait. C'est vraiment après coup que je suis revenue sur tout le parcours et que j'ai voulu le dessiner. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as demandé aux médecins, aux infirmières, voire à la chamane d'avoir leur permission pour les dessiner? Non, mais je les ai pas cités en fait. J'ai pas mis les noms, tout ça volontairement en fait, parce que je voulais pas, j'avais envie d'être quand même libre de raconter ça. Et je voulais pas non plus leur faire du mal. En l'occurrence, il y a un médecin où ça a vraiment été très très dur, où vraiment, enfin, j'aurais peut-être pu porter plainte potentiellement, mais je voulais pas la citer. Je pense qu'elle se reconnaîtra physiquement, mais parce que mon but c'est pas, je veux pas parler d'elle. En fait, le truc c'est que pour moi c'est pas le problème des personnes. En fait, il y a un problème aussi peut-être systémique. Enfin, il y a un problème de fond en fait au-delà de la personne. Donc j'ai pas besoin d'aller citer la personne pour aller lui taper dessus. C'était pas du tout mon justement, propos, quoi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport vis-à-vis du corps médical? Parce qu'on voit quand même qu'il y a plusieurs facettes. On va carrément du grotesque à la torture, pour moi. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi. Mais ouais. Je trouve qu'il y a quand même un problème. Alors, on va pas mettre tous les médecins dans le même on est sac, d'accord. hein, on est d'accord. Mais quand même, c'est vrai que moi, dans mon parcours, et je pense que je suis pas la seule, j'ai croisé quand même beaucoup de gens qui ont vécu la même chose dans leur parcours, où il y a vraiment eu des actes où ça a été vraiment très dur. Et parce que je pense que vraiment, l'aspect psychologique est tellement mis de côté. En fait, il y a une telle distance qui est mise avec le patient. Je pense, à la base, c'est justifié pour se protéger, etc. Mais que des fois, ça en devient presque de la maltraitance, voire des fois de la maltraitance. Là, par exemple, le médecin que j'avais, en l'occurrence, je pense que elle, pour moi, c'était de la maltraitance pure, en fait. Et voilà. Et des fois, c'est plus c'est juste la distance. Et je pense que c'est certainement dans l'enseignement qu'ils avaient. Je trouve qu'il y a une évolution. Pour avoir discuté avec pas mal de médecins jeune génération, ils sont quand même conscients du problème. Et il y a une évolution quand même par rapport à ça, je pense. Mais ouais, il y a un problème. Je pense qu'il y a quand même un souci, en fait. Alors, et si tu avais une demande à faire au médecin, est-ce que tu aurais une demande spéciale à faire? Pourquoi pas, ouais. D'être à l'écoute, par exemple, à l'écoute du patient. Voilà, parce que par exemple, par rapport au sujet de l'endométriose, on en parle beaucoup. Maintenant, on en parle beaucoup. Maintenant, on commence à en parler. On n'en parlait pas, on commence à en parler. Moi, ça faisait pendant 15 ans, mais je ne suis pas la seule. Je pense que c'est l'histoire de tout le monde. J'ai dit que j'avais mal, on m'a dit que c'était normal. J'ai répété que j'avais mal, j'ai demandé si je n'avais pas de l'endométriose, etc. Non, mais c'est normal d'avoir mal, c'est normal. Mais non, en fait. Et il s'est avéré que j'en avais. Mais 20 ans, on s'en est rendu compte vraiment très tard, en fait. Oui, puisqu'on voit tout ton parcours où, en fait, ton médecin te dit non, c'est bon, t'en as pas. Et finalement, c'est un autre qui te dit mais madame, vous en avez. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'on était déjà dans le processus d'avoir un enfant, etc. Donc il aurait pu quand même, sachant que l'endométriose, potentiellement, ça peut être un problème, en fait, pour concevoir. À quel moment tu t'es senti respectée et le contraire? Ou tu t'es senti, clairement, je suis un objet, je ne suis plus une personne, quoi. Je trouve qu'il y a un truc qui est quand même super dur, en fait, par rapport au corps, en fait, c'est de se retrouver toujours déjà nu, les jambes écartées, allongées, les jambes écartées, quelqu'un qui arrive qui des fois vous dit pas bonjour, vous prévient pas, vous met un truc, je trouve que ça, c'est quand même hyper violent. Et quand ça se répète, il y a un moment où c'est dur, en fait. Et en fait, si j'avais aussi un truc à dire au médecin, mais je pense je n'ai pas de leçon à donner, mais c'est juste déjà de demander est-ce que c'est bon, est-ce que je peux y aller. Rien que cette phrase, en fait, ça change déjà tout. Voilà. Donc ça a été dur. Et c'est pour ça que nous, en fait, dans notre process, donc j'ai fait beaucoup d'examens, on a vu beaucoup de médecins. Pour moi, l'aspect psychologique, il a été très difficile. Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à peut-être passer outre. Moi, c'était très difficile. Mais après coup, j'ai eu besoin, je dis parce que c'était plus moi que Sam pour le coup, j'ai eu besoin d'arrêter les médecins, en fait. Je pouvais plus me les encadrer, en fait. Oui, tu le dis à un moment, tu te demandes même la permission à Sam, est-ce qu'on peut arrêter? Ouais, est-ce qu'on peut arrêter? C'est bon, j'en ai marre, en fait. Et du coup, j'avais envie d'autre chose, en fait, genre d'un truc de magie, je sais pas, d'autre chose, en fait, de changer de mon rapport justement à mon corps et tout ça. Et je me sentais complètement dépossédée aussi de moi-même, en fait. Je avais totalement perdu confiance. Je savais plus
j'ai l'impression que toutes mes sensations, elles étaient fausses, en fait. C'était vraiment... Et du coup, c'est là qu'on a commencé à essayer des trucs... Alternatifs. Ouais. Et que, voilà, j'ai voulu... tenter autre chose, en fait. Mais moi, dans ce que j'ai lu, même si je le reprends au tout début de l'histoire, j'ai l'impression que vous êtes aussi, toi et Sam, vous êtes aussi ouvert en fait, sur le monde. Vous n'êtes pas juste, non, je veux que de la médecine traditionnelle. Non. Moi, j'ai pas d'a priori. Sam, il a eu ses petites phases un peu où il essayait des trucs un peu barrés. Enfin, bon. Moi, j'avais pas d'a priori. Et puis, je pense quand on est dans des situations où ça marche pas, et ça fait plusieurs années, et ça marche pas. Et en l'occurrence, en fait, les médecins, ils trouvaient pas la source du problème. Donc, on essaye. À un moment, faut arrêter de s'acharner. Puis, c'est ce que je me suis dit à l'époque, et essayer autre chose. Après, par rapport à tout ce qu'on a essayé ensuite, je sais pas non plus si ça a marché. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça a marché. Je pourrais pas dire. Je viens pas prôner. Il y a aussi des dangers à ça, en fait. Oui, je veux dire, c'est pas. Parce que là, en fait, vous êtes quand même allé jusqu'à Bali faire une cure. Ouais. Et ça avait l'air aussi super violent. Un traitement ayurvédique. Ouais. Après, ça, pour moi, c'est un peu différent. Je me suis quand même renseignée là-dessus. C'est une médecine, en fait, en Inde. C'est pas un truc. C'est une médecine hyper ancienne, bien plus ancienne que la nôtre. Et c'est une infirmière qui m'a recommandé cet endroit. Donc, je m'étais dit allez. Et oui, c'était dur. Ouais, c'était dur. Et alors, donc, vous avez utilisé la médecine traditionnelle alternative, et maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plus médecine traditionnelle, médecine alternative ou... Non, mais en fait, moi, je suis quand même tombée enceinte grâce à une PMA. Oui. On a rencontré au final un médecin qui était très bien, qui était juste respectueux, qui était pas, normal, quoi. Et ça s'est passé assez vite. Et il nous a envoyé pour les examens. J'ai dû refaire tous les examens, mais il m'a envoyé vers des gens qui étaient respectueux aussi. Ça s'est très bien passé. Et voilà. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à la médecine quand même que je suis tombée enceinte. Mais les deux sont complémentaires, en fait. Je pense qu'il y a besoin aussi. Moi, il y avait l'aspect psychologique où j'étais détruite, vraiment. Et ça m'a vachement aidée, en fait, ces expériences alternatives, on va dire. C'est un mot un peu global, parce qu'il y a des choses très différentes. La médecine ayurvédique, c'est quand même une médecine. Oui. Mais ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, me reconstruire, et puis reprendre possession aussi de mon parcours, parce qu'en fait, face à la médecine, on se sent un petit peu, on se trimballait, des fois, on sait même pas ce qui se passe, ce qu'on nous fait, et du coup, c'était aussi un moyen de pouvoir agir à mon niveau et de me sentir plus active, en fait, et pas juste passive, en fait. Pas juste passive. Ouais. Et au niveau de la grossesse, comment tu l'as ressentie? Parce que la grossesse, comme tu l'as dit, c'était pendant le confinement. Ouais. Est-ce que tu as eu assez d'informations ou c'était pareil moi, j'ai très bien vécu. On s'est retrouvés confinés. Je pouvais enfin me reposer. J'ai très bien vécu. Il y a des petits travers que je raconte dans la BD. C'est pas non plus. Je veux pas du tout sacraliser le truc. Au contraire. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment un sentiment de bien-être et tout. Et les infos, j'écoutais beaucoup de podcasts. Je me suis préparée. J'ai fait ça aussi avec la maternité des Lilas, qui est un endroit, qui est une maternité. Donc, comment tu t'es sentie accompagnée finalement dans ce... Ouais, franchement, oui. Et j'avais vraiment bien choisi aussi ma maternité, en fait. Je voulais justement que ça soit une échelle humaine et qu'il y ait une démarche derrière, ce qui est le cas de la maternité des Lilas, qu'ils essaient de fermer, je crois, à peu près tous les ans, depuis des années, mais qui a vraiment, qui est dans une démarche justement d'écoute, de respect, etc., des besoins, j'allais dire des patients, mais pas des patients, justement, ils sont... Voilà. Parce que moi, dans ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques informations. À un moment, tu vas te déplacer une côte. Ah oui, mais c'est pendant le confinement, là. Voilà, c'est pendant le confinement, tu déplaces une côte. On te propose aussi un coussin d'allaitement, c'est ça? Oui, mais ça, c'est les trucs... Ouais. Est-ce qu'il y a pas de... Est-ce que les médecins ou donc la maternité pouvaient pas t'informer sur ça aussi? Mais en fait, là, j'avais besoin de voir un médecin parce que je pouvais plus bouger, en fait. Et on était en plein confinement et tout était à l'époque, on pouvait, mis à part si on avait le Covid et que c'était très très grave, on pouvait pas sortir, quoi, en fait. On pouvait pas. Sinon, j'aurais pu aller à la maternité, mais la maternité était fermée. Elle était ouverte que pour les accouchements. Donc, du coup, moi, j'ai vécu ma préparation à la naissance, elle s'est faite à distance. C'était vrai que c'était un peu bizarre, quoi. J'ai pas du tout. C'était pas comme d'habitude, en fait. Oui. Ouais, on était bloqués, en fait. Donc, voilà.
Du coup, je peux pas trop parler de manière générale. En fait, c'était un cas particulier là, en fait. Alors, comme je montre, voilà, sur la page de droite, on voit ta transformation. Et comment as-tu appréhendé cette transformation de ton corps? Parce qu'on voit que je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis, mais on le voit tout en bas. Oui. Il y a le moment où tu te sens belle et il y a un autre moment où finalement, par rapport à d'autres, tu te sens moche, quoi. C'est pas par rapport à d'autres, mais en fait, c'est vrai que moi, ça a alterné sur le corps qui change. Enfin, c'est quand même fou, en fait, je trouve, ce qui se passe, quoi. Et oui, il y a eu des moments où je me suis sentie vraiment, mais animale, enfin, mais dans le bon sens, en fait. En fait, ça m'a ramené à quelque chose à ce que j'étais à la base, un animal, en fait. Mais c'était hyper agréable, je me sentais puissante, belle, enfin, je sais pas, ouais. Et puis, bon, enfin, 2 secondes après, je me voyais dans le miroir où je croisais des gens dans la rue qui semblaient des vieilles dames ou des monsieur bedonnants. Je me disais, en fait, je crois que je ressemble plus à ça, en fait. Donc, j'alternais un peu entre les deux, oui. Du coup, en fait, là, il y a la page d'après qui illustre, qu'on n'a pas là, mais qui illustre justement le switch, en fait, de ressenti. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des moyens d'être rassuré, de se rassurer? Alors, ça, pour le coup, c'était pas forcément angoissant. Je savais que je ne resterais pas comme ça à vie. Donc, il y a un moment donné, de toute façon, le bébé allait sortir. Donc, bon, voilà. Mais d'ailleurs, il y a un moment où tu te dis, finalement, non, je n'ai pas envie qu'il sorte, quoi. Ah oui, complètement. Moi, j'avais très peur d'accoucher, par exemple. Je trouve ça hyper angoissant parce que on nous dit depuis qu'on est petite que l'accouchement, c'est les pires douleurs. Donc, il y avait vraiment cette idée-là, genre, l'accouchement, mais c'est la douleur ultime. On peut mourir quand même lors d'un accouchement. Donc, ah oui, non, moi j'ai eu des moments vraiment de panique totale en disant, non, mais en fait, je veux plus, là. Enfin, je veux pas, quoi. Donc, on arrête tout, quoi. Et même, de toute façon, même dans les proches, ils te disent que c'était pas bien, mais on oublie. Ouais, on oublie. Ce qui n'est pas du tout rassurant. Oh non, mais bon, c'est bon, après on oublie. Ouais, mais moi, en fait, là, moi, c'est dans 2 mois, quoi. Donc, Mais bon, après, ça se passe pas du tout toujours. Moi, ça s'est bien passé au final. Oui. Mais c'est un moment qui peut être potentiellement dangereux pour le bébé, pour la maman. Après, ça reste quelque chose de naturel. Donc, mais c'est normal, hein, c'est une expérience un peu extrême. En fait, on connaît plus ça dans nos sociétés, j'allais dire dans notre vie maintenant, aujourd'hui. La peur, la vraie douleur, c'est pas quelque chose qu'on côtoie, en fait. Et du coup, c'est un peu impressionnant, quoi. Mais après, moi, je me suis préparée à ça, en fait. Oui, mais tu t'es préparée, mais alors dans ce cas-là, c'est grâce à la maternité ou tu as dû te renseigner par toi-même? Ouais, j'ai dû me renseigner par moi-même, ouais. Donc il y a peut-être aussi, est-ce qu'il n'y a pas un conseil à donner aux futurs parents ou même aux médecins, aux maternités, etc., pour leur dire, accompagner mieux, je ne sais pas. Après, le ressenti de chacun est quand même différent. Accompagner mieux. À la maternité, comme je disais, j'ai pas eu les cours de préparation parce qu'en fait, c'était pendant le Covid, donc voilà. Mais ouais, moi, je me suis renseignée avec des livres, avec des... Je sais pas. Après, la peur, ça fait peur. Oui. Enfin, je sais pas. Oui, comme tu dis, c'est le ressenti de chacun. Et alors, tout ce que tu as fait, ou tout ce que vous avez fait, parce que vous étiez 2, tu l'as fait carrément jusqu'au bout de faire un burn-out. Ouais. Est-ce qu'avec le recul, tu te dis, j'aurais pu relâcher la pression? J'aurais pu, mais j'y arrivais pas, en fait. Ouais. Et moi, j'avais le travail en même temps que les examens médicaux, tout ensemble. Et c'est vrai que le médecin m'a dit, mais non, on peut tout faire ensemble. Mais non, en fait. En tout cas, moi, c'était pas possible, quoi. C'était beaucoup trop. C'est hyper compliqué. Il faut prendre des rendez-vous, il faut être disponible. Moi, j'avais un boulot, j'étais directrice d'animation sur Astérix. C'était la première fois, donc j'avais une pression de fou à côté. Alors, sur un film comme ça, sur un poste comme ça fait combien d'heures par jour ou par semaine? C'est pas forcément le nombre d'heures, parce qu'après, quand on rentre chez soi, on continue à y penser, envoyer des messages, trouver des solutions, on dort pas la nuit, enfin voilà, en fait, alors, donc j'ai pas compté les heures, mais on veut toujours faire plus parce que en fait, c'est jamais assez bien, et il y avait pas mal de problèmes aussi sur le projet, que du coup,
j'essayais avec mon conjoint, enfin pas mon conjoint, mon copilote, on essayait de compenser parce qu'on essaie de bien faire les choses. Et en fait, après, c'est avec l'expérience qu'on apprend à relâcher la pression, en fait, et dire bon bah tant pis si c'est pas parfait, tant pis si voilà. Alors, pour revenir sur ton parcours médical, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il y a des parcours diète, médecine, chaman que tu recommandes? La médecine ayurvédique, j'ai trouvé ça très efficace. Je pense qu'ici, elle n'est pas du tout pratiquée de la même manière, par contre, parce que c'est quand même assez dur, enfin c'est assez trash quand même, franchement. Mais moi, par rapport aux douleurs d'endométriose, j'ai plus eu mal pendant 1 an. Ça m'a des gros problèmes de dos, pareil, en fait. Je suis une migraineuse aussi, pareil, ça avait disparu. Enfin, et puis, en fait, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est justement le fait de se connaître un peu mieux, de se réapproprier un peu son corps et de savoir, au moment où ça commence à aller moins bien, ce qu'on peut faire, en fait, potentiellement, mais à son niveau, en fait, sans forcément prendre des médicaments, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en fait. Après, la chamane, c'était particulier, parce que bon, déjà, il faut adhérer à ça. Mais moi, j'ai du mal. Enfin, moi, dans ma tête, je suis là, non, mais je sais pas, en fait. Mais j'ai trouvé ça marrant, en fait. Enfin, j'ai trouvé ça... Et c'était pas en fait, c'est pas une chamane, j'étais pas au fin fond de l'Amérique du Sud. C'est une chamane charentaise, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas, en fait. Ça s'est produit comme ça. Il y a un concours de circonstances qui font que... Une coïncidence qui faisait que c'était possible et que nous, on était, ah bah ouais, carrément, vas-y, on y va, quoi. Enfin, trop bien, on va voir, quoi. Au pire, ça sera juste marrant, on aura rigolé un bon coup. Et puis au mieux, ça nous aura aidé. Voilà, enfin, on n'a rien à perdre en gros. Quoi. Non, okay. Et elle nous a pas soutiré des fortunes. Je pense que là où ça devient un peu louche, c'est quand ça commence à coûter très très cher. Là, je pense que c'est pas normal en fait. Et elle, c'était pas le cas du tout. Elle faisait pas ça de manière intéressée. Donc voilà, mais c'était particulier, comme expérience. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une vieille dame au fin fond du Pérou ou du Mexique, quoi. Voilà. Alors, l'animation et la bande dessinée, ce n'est pas pareil. Et donc, comment tu t'es approprié les codes de la bande dessinée? J'ai pas trop réfléchi, pour être honnête. Moi, en fait, j'avais juste besoin de raconter cette histoire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de points communs. Je pense que dans ma BD, il y a un rythme assez cinématographique. Je pense, en fait... parce que je suis habituée à ça, en fait, je suis habituée à travailler dans le rythme, un plan rapproché, puis un plan large, tac, d'un coup silence. En fait, moi, quand je dessinais, j'entendais vraiment les dialogues, je me jouais le truc comme un film, en fait, et je l'ai dessiné un peu comme ça, en fait. Enfin, je l'ai dessiné complètement comme ça, et j'ai pas trop réfléchi. J'avais aussi en tête des références, des BD que j'aimais bien, qui est très différentes, avec des styles très variés, pas forcément la case, etc. Donc, j'ai pas analysé du tout, en fait. Je l'ai vraiment fait de manière... En fait, j'ai fait une première version. Après, j'ai quand même retravaillé cette première version que j'ai totalement refaite quand on s'est posé la question de l'éditer et que ça soit lu par d'autres gens. Parce qu'au début, c'était une version vraiment que j'ai fait pour moi, en fait. Donc là, je me suis posé des questions de narration, par quoi je commence, quel est mon sujet, de quoi je veux parler, etc. Et alors, en dehors du fait de raconter mon histoire oui, personnelle. Mais alors, quelles étaient les différences entre la première et la deuxième version, on peut dire j'ai retiré beaucoup de choses en fait que je trouvais pas forcément utiles, mais que j'avais eu besoin de raconter dans un premier temps. J'ai changé aussi l'ordre. En fait, la première version c'était vraiment journal de bord, donc c'était avec des dates. Et donc là, j'ai commencé par un épisode qui me semblait justement intéressant, l'épisode de la chamane. Je l'ai calé au début, et puis petit à petit, j'ai remonté le fil en fait de cette histoire. Voilà, j'ai essayé de trouver un angle narratif et poser des questions en fait. En gros. Je sais pas, mon idée c'était un peu, mais en fait tout ça, toute cette histoire, pourquoi en fait, qu'est-ce que finalement j'en ai tiré, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait, et qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres aussi, parce qu'après l'idée c'était aussi de partager, pour avoir croisé des gens qui vivent la même chose, ou alors qui sont témoins de gens qui vivent la même chose. Ils ont vachement besoin de parler en fait. C'est vraiment un truc de fou quoi. D'échanger dès qu'on se met à parler, c'est et je me suis dit en fait ouais, c'est quand même c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai envie de la sortir, d'échanger là-dessus en fait, et puis de parler de certains aspects, par exemple la médecine, la maltraitance, etc. Mais d'un point de vue vraiment émotionnel, vraiment d'un point de vue subjectif en fait du patient en fait. Est-ce que tu as eu des difficultés à réaliser cette bande dessinée? Ou plutôt, pardon, quelles ont été les difficultés à réaliser cette bande dessinée? Ou même à être éditée?
Ouais, bah, c'est vrai qu'être édité quand on débarque de nulle part, entre guillemets, je pense que le fait que je vienne de l'animation m'a quand même ouvert des portes. Ça a intéressé quand même déjà d'emblée des gens, en fait, par rapport à mon dessin, etc. Mais oui, bah, c'est pas facile au début. Quand on arrive, on ne connaît personne. Ouais, je sais pas. Donc ça, c'était, oui, une des difficultés, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as été frappé à plusieurs portes? Tu as envoyé un peu au hasard? Non, pas au hasard, j'ai regardé quand même, parce que c'est des maisons d'édition, et j'ai envoyé des dossiers. Et après, j'ai été aussi à Angoulême aux rencontres, mais ça, j'ai trouvé ça hyper dur, en fait, la rencontre avec les éditeurs, pour être honnête. Ouais. Ça m'a quand même apporté des choses, parce que j'ai quand même rencontré, en l'occurrence, un éditeur avec qui j'ai eu des super discussions. Voilà. Mais voilà, c'était pas facile quand même. Voilà. Et après, dans la fabrication, dans la conception elle-même de la BD, moi j'ai pris énormément de plaisir. C'était vraiment aussi un besoin, je pense, un soulagement en fait de raconter tout ça. Et après, quand je l'ai reprise, c'était juste de me dire, mince, j'espère que j'oublie pas des choses importantes que j'avais mis dans le premier jet, que je suis pas en train de dénaturer mon propos. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. En fait, j'arrive plus. Ah, voilà. Hop, on le voit ici. Moi, j'aime beaucoup cette image puisqu'on te voit de dos en train de dessiner. Et finalement, on voit tout le côté humoristique des personnages. C'était vraiment important de montrer le côté humoristique parce que ça aurait pu être aussi un documentaire tout à fait sérieux. Ouais, non, moi, c'était hyper important. En fait. Je pense qu'avec l'humour, on peut aborder beaucoup de sujets, en fait, y compris des sujets très lourds, très profonds et même des fois gênants, en fait. Et que l'humour le permet, en fait. Et le dessin aussi le permet. Ça permet d'avoir cette distance, en fait. Et je peux pas, en fait, aller dans le pathos. Enfin, je sais pas si... En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment difficile. C'est possible, mais en tout cas, c'est pas mon truc, quoi. D'aller raconter vraiment crûment, directement les choses comme ça. Il y a quand même, lorsque tu te fais pour la première fois, tu te fais opérer pour l'endométriose. Ouais. Je l'ai lu plusieurs fois, oui. C'est super violent. Oui, alors il y a des moments où je le fais quand même parce que je pense que c'est nécessaire. En fait. On peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et il faut l'illustrer tel quel. La violence ressentie, l'illustrer, en fait. Mais c'est vrai. Donc il y a quand même des moments comme ça, tout comme la tristesse et tout ça. En fait, moi j'aime bien le mélange des styles. En fait, j'aime bien quand il y a à la fois de l'humour, que c'est drôle, que c'est émouvant en même temps, que tout ça se mélange. Je pense que pour moi c'est comme ça que je vois la vie. En fait, c'est comme ça dans la vie. En fait, c'est pas une chose en fait. Et du coup c'est ce que j'essaie de mettre dedans en fait. C'est cette énergie là où il y a des fois même la colère en fait. Mais la colère c'est pas drôle aussi si on regarde d'un point de vue extérieur. Quand on la vit c'est pas drôle, mais il y a quelque chose quand même de drôle. Enfin, on peut en tout cas en rire aussi. Enfin. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi sur tes couleurs. Les crayons qu'on voit, est-ce que ce sont finalement pour montrer les principales couleurs que tu as utilisées? Ouais, c'est vraiment les couleurs que j'utilise. Ah, ça dépend, il y a quelques illustrations où je suis sortie de ces couleurs-là. Mais... Je crois que voilà. Oui, là par exemple, il y a quand même d'autres couleurs. Mais non, mais si, globalement, c'est ça, ouais, c'est ces couleurs-là. Après, peut-être parce que la couleur, c'est pas trop mon truc à la base. C'était plus facile pour moi d'avoir juste quelques couleurs, pour être honnête. Et mais alors, dans ce cas-là, sur le côté technique, c'est vraiment crayon de couleur? Crayon de couleur, ouais. Crayon de couleur. Donc là, en effet, on revient au côté traditionnel, pas du tout d'ordi. Ouais. Alors en fait, moi j'ai vraiment tout fait sur du papier, comme je disais, parce que je voulais plus passer par l'ordinateur. Après, je me suis quand même rendu compte que c'est quand même pratique, la tablette, c'est quand même pas mal. Et on peut retrouver quand même la sensation du crayon, du crayonné, tout ça. Par rapport à plein de choses, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc quand je l'ai reprise, mis à part les illustrations comme ça, que j'ai gardées telles quelles, j'ai quand même repris mes dessins et tout à la tablette, quoi. En essayant de garder quand même le traité. Voilà. J'aime bien ce côté un peu crado, enfin rough, le dessin, sur le vif comme ça, j'aime bien ça en fait. Alors cet album, qu'en a pensé vos proches? Ont-ils réalisé la portée de leurs propos? Je dis ça parce que lorsqu'on voit les discussions que vous avez, surtout au tout début, lorsqu'on dit non mais il ne faut plus penser au bébé, voilà, et que finalement tout le monde se rapporte à ça, ou même le fait d'être enceinte, et on le disait tout à l'heure, l'accouchement c'est dur, mais on oublie. Ouais.
Ah, je sais pas, j'ai pas parlé directement de ça, mais je sais que par contre, là où j'ai eu des retours donc, de mes proches, c'était on se rendait pas compte. En fait, on se rendait pas compte à quel point c'était dur, et peut-être qu'on n'a pas été assez là. Moi, j'ai pas ressenti qu'ils étaient pas assez là, mais en tout cas, il y avait ce côté genre ok, en fait, on n'avait pas réalisé à quel point c'était dur, quoi. Donc voilà. Alors moi, j'ai réalisé, mais je sais pas du tout, c'est mon ressenti de lecteur, que alors évidemment, ça raconte toi. Mais finalement, Sam, je le sens un peu au second plan de temps en temps. Ouais. Comme s'il était juste... j'accompagne, mais je fais pas plus que ça. Alors, en fait, je pense que le truc, c'est que ce parcours-là, je dis pas qu'il est pas dur pour l'homme, en fait, mais il est vraiment, c'est en fait tous les examens... c'est vraiment difficile pour la femme, en fait. C'est elle qui se tape tous les examens, la grossesse, c'est elle qui la vit. Et puis en plus, je raconte l'histoire quand même de mon point de vue à moi. Je peux pas parler pour lui, en fait. Il a un petit passage où il raconte à sa manière le prélèvement du sperme. Et voilà, mais en fait, finalement, c'est la seule étape que lui, il a dû faire. C'est ça. Donc c'est pour ça en fait que ça se passe comme ça. Et c'est pour ça que lui, et je pense que c'est difficile dans un couple en fait, c'est très difficile parce que l'homme il essaie d'être, ou la femme d'ailleurs, ça peut si c'est un couple lesbien, l'autre en tout cas essaie d'être présent, mais il n'est pas à la place en fait. Et donc c'est pas évident en fait. Ouais. Comment et alors, lorsque tu as trouvé l'éditeur, quelles ont été les réactions de l'éditeur? Est-ce qu'il y a eu des pages corrigées ou finalement ça a été c'est tout bon, on peut l'envoyer? Moi j'avais fait, en fait j'étais déjà repartie avec mon idée de comment revoir mon truc. En fait j'avais ma toute première version que j'avais fait en entière, c'était celle que j'avais envoyée. Et puis après, moi, je me suis plus embarquée dans... on a eu des petites discussions et tout, quoi. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'on me laissait vraiment la liberté de le faire à ma manière. Moi, j'étais à La Réunion, j'étais loin. Et donc voilà, quoi. Et après, c'était des corrections un peu plus sur les fautes et des petites choses à la fin et tout ça. Mais moi, je l'ai plus revisité... J'avais un peu mon idée, en fait, déjà sur comment raconter ça et ce qui était important, en fait, pour moi, quoi. Et pendant tout le travail, finalement, est-ce que tu continuais à travailler ou tu t'es mis en pause? En fait, le truc, c'est qu'en fait, moi, dans mon boulot, on peut bosser à fond pendant 1 an et puis s'arrêter pendant plusieurs mois et reprendre. Donc moi, en fait, j'ai toujours bossé dessus, toujours. Donc dans les périodes où je m'arrêtais, j'ai eu quelques mois où j'étais à fond dessus, en fait, tous les jours. Et après, quand je bossais sur Angelo, là, dans la forêt mystérieuse, je bossais le soir, je bossais le week-end, je continuais. En fait, ça me faisait du bien par rapport à l'animation où j'avais, avec Sam, donc on faisait la co-direction d'animation sur le film. On a une grosse équipe à gérer, tout ça. Et moi, le soir, juste d'être sur mon histoire personnelle. Et, en fait, ça se complétait bien, en fait. Et du coup, j'ai beaucoup passé de temps après. Un peu trop, peut-être, mais voilà. Et donc... quel est le retour des lecteurs, des lectrices, des hommes, des femmes? Ouais, je reçois beaucoup de messages, en fait. Beaucoup de messages de gens qui m'ont dit qu'ils ont ri, étaient émus en même temps, étaient vraiment touchés. Donc, en fait, c'est chouette parce que je me dis qu'il y a une rencontre, en fait, qui se fait. C'est pas le fait de dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça, en fait ». C'est de dire « En fait, il y a une rencontre et ça amène à des discussions. » Et en fait, même dans les séances de dédicaces, j'ai l'impression que du coup, très vite, des gens vont se mettre à parler, on libère un petit peu la parole sur certains sujets qui peuvent être des fois honteux. On peut se sentir honteux de vivre certaines choses, de les vivre comme ça. Et là, c'est marrant parce que, par exemple, hier, il y avait 2 copines qui sont venues, elles regardaient la BD, il y en a une qui a commencé à discuter avec moi. L'autre à côté, sa copine qui lui a dit moi je vais la prendre parce que je me sens un peu concernée quand même. Elles se sont regardées, elles se font ah bon? Et en fait, elles se sont rendues compte que toutes les deux, elles étaient en parcours, quoi, mais elles s'en étaient jamais parlé finalement. Et c'était marrant, en fait, de se dire ah d'accord, ok. Et donc elles ont commencé à en parler, elles sont parties en parler ensemble, en fait. Donc finalement, même en dehors de l'endométriose, donc le fait d'être en parcours, c'est presque un chemin honteux, quoi. Honteux, je sais pas, en fait. En tout cas, c'est très intime. On va peut-être pas forcément en parler direct. Non, puis au début, on essaye, on n'est pas encore en parcours PMA, mais déjà on essaye, puis on se dit, putain, ça fait déjà quand même 3, 4, 5, peut-être 1 an là, que ça marche pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des gens qui vont entrer tout de suite en parcours médical, et puis d'autres gens qui ont envie que ça se passe naturellement, donc qui vont
essayer de continuer à essayer quand même en disant ça va peut-être arriver. Donc je pense que c'est pas forcément un sentiment de honte, je peux pas parler pour les autres, mais il y a quand même un petit tabou en fait quand même autour de ça, je trouve. Moins maintenant évidemment, mais parce que on commence à en parler pas mal, mais je suis contente de participer à ça en fait. Enfin, voilà. Et maintenant, est-ce que tu as envie de continuer sur la bande dessinée ? Ah oui, complètement. J'ai très très envie. Après, j'oscille entre deux directions en fait. Je suis pas du tout sûre parce qu'en fait, suite à la sortie de cette BD, j'ai des gens qui m'ont contacté en fait et pour me raconter leur histoire personnelle, ce qui n'était pas forcément en lien direct avec le fait d'enfanter, enfin de la maternité, etc. Mais des choses des fois plus dures en fait, et qui voulaient voir avec moi si je voulais raconter leur histoire, etc. Sur des, très lourd, sur des sujets qui pour le coup ont qui ont de l'importance pour moi en fait, qui me parlent en fait. Mais voilà, là du coup ça devient plus compliqué parce que déjà c'est pas moi en fait. Donc comment aborder des sujets très très lourds? Moi, je peux rigoler, je peux faire des blagues à des moments, et me montrer sous un angle qui n'est pas très reluisant et tout ça. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas le faire de la même manière, c'est sûr. Je ne peux pas illustrer certaines choses en fait, directement, c'est pas possible. En fait, histoire d'inceste, des choses comme ça, voilà. Donc voilà, je ne sais pas. Et à côté de ça, la fiction, j'aime bien aussi les histoires. Moi, en fait, j'aime bien les contes, j'aime bien les histoires. Et je pense qu'à travers ça, on peut aussi dire beaucoup de choses, mais pas forcément en étant... dans le documentaire. Enfin, donc je sais pas encore en fait. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je suis prête à porter ça en fait? Voilà. Ouais. Mais est-ce que ce récit pourrait être aussi en film d'animation ou est-ce qu'il y a eu des propositions? Ça vient de sortir là. Oui. Mais bon, le producteur de La fille dans les nuages m'a déjà demandé machin. Mais j'en sais rien. Après, est-ce que j'aurais envie de continuer? Peut-être que j'aimerais bien aussi passer à autre chose en fait, mais. Je sais pas, on verra, je sais pas du tout. En plus, c'est quand même Sam, moi, ma fille, même vis-à-vis d'elle, ou de lui, peut-être pas, je sais pas. Et quel est le retour de Sam sur le livre? Lui, de toute façon, il a suivi tout du long, je lui faisais lire, forcément. Et donc, on avait des discussions, il m'a vachement aidé, en fait, même à pas perdre mon parti pris, enfin... à pas trop m'éloigner des fois, parce que des fois j'étais prête à tout refaire, tout revoir à zéro, à prendre un angle totalement différent. Donc voilà, quoi. Et son point de vue, non, mais il est content. Ma fille connaît la BD par cœur, vraiment par cœur. Donc non, je pense que c'est bien, en fait, ça donne... ça fait cette petite histoire-là qui maintenant existe et qui a un sens, en fait. Ouais. Je sais pas, sur le fait que donc tu travailles, tu habites à La Réunion. J'habitais, ouais. Et donc maintenant donc tu es revenu il y a quelques mois, cet été, ouais. On s'est installé à Montpellier, on ne connaît pas du tout. On verra, on tente le coup. Mais alors pourquoi à chaque fois ces voyages? Parce qu'on le voit aussi finalement que tu voyages quand même pas mal. Oui, c'est par le travail. En fait, on avait l'opportunité de le faire et on aime bien. En fait, nous, on aime bien voyager, on aime bien bouger. Et donc voilà, on en a profité. Mais est-ce que maintenant, vu tout ce qui existe avec le numérique, il n'est pas possible à la limite de bosser chez soi De moins en moins. En fait, avec le Covid, ça a ouvert des portes, mais ils sont revenus quand même au travail. On revient quand même au travail en équipe, c'est quand même pas la même chose en fait. Et après, moi, d'un point de vue purement personnel, j'aime bien être avec les gens. J'aime bien travailler en équipe, j'aime bien être avec les gens. Si ça se passe en Espagne, j'ai envie de vivre en Espagne, j'ai envie de voir l'Espagne. Enfin, j'ai pas envie de rester dans ma chambre. Enfin, voilà. Mais donc voilà. Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe lorsqu'on est avec une enfant? Le travail? Ça va, c'est cool. En fait, ça aide à prendre de la distance. C'est vachement bien, en fait, pour ça. C'est-à-dire que là, on rentre, il y a un enfant qui tape une crise parce que juste, je sais pas, elle voulait mettre une robe de princesse. Enfin, bon, je veux dire, ça fait relativiser. En fait, d'un coup, faut gérer ça. Et puis, pas que ça. Des moments super, en fait, vraiment, juste de la vie, en fait, de la vie, ce qui est cool dans la vie. Enfin, et du coup, on n'a pas trop le choix de couper. Et c'est bien, en fait. Ça... Ouais, moi, je trouve ça chouette, quoi. Très bien. Toujours pas de questions? Si vous avez peu... Ah! Oui, c'était dur. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, donc je ne me risquerais pas non plus à faire un cours sur la médecine ayurvédique, mais c'est une médecine ancestrale, en fait, vieille de 5000 ans, en fait, indienne, du sud de l'Inde.
Et je crois qu'elle est, enfin, je suis même sûre qu'elle est pratiquée à l'hôpital là-bas, en fait, surtout pour tout ce qui est maladie chronique, en fait. Donc évidemment, si vous cassez un poignet, on passe pas par la médecine ayurvédique, ça n'a rien à voir. Il y a des très bons chirurgiens là-bas. Enfin, mais en fait, pour tout ce qui est maladie chronique, donc là, en l'occurrence, il y avait l'endométriose ou je sais pas, en fait, c'est des comment ils appellent ça, c'est des programmes. Enfin, en fait, c'est genre 3 semaines, ou même ça peut être. En général, c'est plutôt 3 semaines. Le programme le plus classique, en fait, s'appelle Panchakarma. En fait, et eux, en gros, ils font ça, je crois, 1 à 2 fois par an, en fait, à chaque changement de saison. Et c'est dur, en fait. C'est hyper dur, en fait. C'est vraiment à la fois physiquement, psychologiquement. Après, je sais pas jusqu'où je vais dans la description du. En fait, j'en parle dans la BD, il y a vraiment tous les détails et tout, mais ouais, c'est dur, ça fait mal. Enfin, c'est dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, il y a un soulagement, enfin une sensation vraiment de bien-être en fait. Et donc ça allie plusieurs choses en fait. Donc la nourriture, enfin l'aspect psychologique, l'aspect physique. Il y a des soins, des massages, tout ça, mais pas des massages agréables, des massages vraiment puissants en fait. Ça allie plein de choses en même temps. Et c'est un programme, c'est encadré par des médecins aussi. Et c'est vraiment, il y a tout un truc par rapport à votre constitution en fait. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas suivre le même traitement selon qui vous êtes en fait. Donc vous voyez au tout début un médecin qui prend votre pouls. J'essaie de montrer, mais bon, on ne verra pas grand-chose. Ah oui, c'est les... Ouais. Alors, on voit tout ce qu'il y a. Donc, il y a des herbes brûlantes. Il y a du steam bath. Donc, il y a de la vapeur brûlante. On te met sur le front de l'huile censée être tiède, mais en fait, elle est... Non, c'est juste que mon infirmière n'était pas très délicate. Je n'étais pas tombée sur la bonne. En gros, Sam Saleh, il avait quelqu'un de super, mais alors moi, évidemment, à chaque fois... En plus, je suis un peu sensible, donc un peu parano, donc voilà, évidemment. Elle apprend du yoga pour aider à digérer l'huile qui était dégueulasse. Et en fait, Ouais. il y avait un prof de yoga qui était dépressif. Ouais. En fait, il faut injecter une espèce d'huile tous les matins qui est vraiment dégueulasse, qui est une sorte de poison, en fait. Et le but, c'est de saturer son corps de cette huile pendant 6 jours, en fait. Et on augmente les doses tous les matins. Et c'est un enfer. À la fin, on essaie de chercher toutes les techniques pour pouvoir boire cette huile. Et moi, j'ai commencé à vomir dès le 2e jour. Et ben, il fallait la reprendre, en fait, parce que si je vomis, elle sort de mon corps. Donc, ça veut dire que non, c'était pas fini, la galère. Et donc, pendant 6 jours, c'est ça. Et en fait, plus vous avez, en fait, petit à petit, votre corps sature de cette huile. C'est du beurre clarifié, en fait. Et les douleurs, toutes les douleurs chroniques réapparaissent, en fait. Donc, alors, moi, j'avais des grosses migraines, mal aux genoux. Sam avait très, très mal au dos. Et en parallèle, vous mangez rien, en fait, parce que ça donne vraiment, enfin, ça coupe la faim. En fait, vous êtes complètement assommé. Voilà. Et après, il y a une deuxième partie où, en fait, il y a un jour où vous videz de tout. Voilà. Et ensuite vient la deuxième partie du programme où là, ça devient quand même plus agréable. On réintroduit petit à petit la nourriture et on a des soins beaucoup plus doux, etc. Et voilà. Et tout ça est vraiment encadré par des médecins. Voilà. Et donc, ça permet ensuite d'être tous les deux très beaux. Très beaux. Retomber amoureux. C'est comme ça qu'on l'a vécu, en tout cas. Oui, bah, en fait, il y a aussi le côté jeune. Hein. Enfin, pendant 1 semaine, vous ne mangez pas du tout. Et oui, non, c'est... Bon, nous, en tout cas, on l'a vécu vraiment comme une transformation. En fait, ça nous a vraiment... ouais, ça nous a vraiment aidés, en fait. Et voilà, c'est ce que je disais. Après, nous, pendant des mois et des mois, moi, les migraines sont parties, les problèmes de règles dus à l'endométriose aussi. Bon, après, je ne veux pas non plus faire la pub de ça, parce qu'en vrai, je ne suis pas du tout une spécialiste, quoi, en fait. C'est juste vraiment, nous, la manière dont on l'a vécu, en fait. Mais mis à part le fait de l'avoir vécu moi-même, je connais pas du tout, enfin, je connais pas vraiment le sujet, en fait. Voilà, c'est... Donc je vais pas m'aventurer à faire la pub non plus de ça. Mais... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a le micro qui va passer. Oui, c'était plus une question sur les liens entre le dessin d'animation et puis la bande dessinée, et savoir justement parmi tes relations professionnelles, tes collègues dans l'animation, quel avait été le retour sur la BD, et est-ce que c'est fréquent
aussi que quelqu'un de l'animation fasse de la BD? Ça arrive. Je sais qu'au Gobelin, par exemple, qui est vraiment l'école d'animation française la plus ancienne, etc., il y en a quand même pas mal qui font de la BD, en fait. Après, moi, dans mes collègues, j'en ai pas vraiment, en fait. On va dire, j'ai 2-3 copains qui font de la BD, qui en faisaient déjà avant. Ils font plus de BD que d'animation, d'ailleurs. Ils sont plus partis dans la BD. Donc les liens, je trouve qu'au final, il n'y en a pas tant que ça. Mis à part que on dessine, forcément, et on est tous dessinateurs, et que voilà. Mais donc, ça peut sembler quand même des mondes qui sont quand même connectés, mais ils ne le sont pas tant que ça. C'est pas du tout les mêmes milieux, en fait. Moi, je connais bien le monde de l'animation, le monde de l'édition, de la BD, je ne le connais pas du tout, quoi. Là, j'arrive ici, ma BD vient de sortir, c'est ma première BD. Je suis au festival qui est des Bulles, je suis là, je ne connais pas, je n'ai pas du tout mes repères, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment quand même deux mondes séparés. Après, par contre, dans le travail, moi, je trouve que c'est vraiment lié, en fait. C'est... Voilà, travail sur l'émotion, ce dont on parlait tout à l'heure, le rythme, que ce soit dans une BD, dans un film. Moi, j'ai l'habitude de côtoyer ça. En fait, Oui, mais même au niveau du dessin, c'est pas la même chose, parce que là, ouais. Tu as ton trait. Et par exemple, si on prend Astérix, tu dois prendre le trait d'Astérix. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est très libérateur quand on fait une BD, c'est que d'un coup, on retrouve son trait à soi, en fait. Et c'est génial. On n'est pas obligé de s'adapter. Mais c'est un bon exercice de s'adapter. Moi, j'adore, en fait. Mais on est plus on travaille dans un cadre donné. Et là-dedans, on peut aussi exprimer, être très créatif, etc. Mais la BD, c'est vraiment totalement la liberté totale. Enfin, et d'ailleurs, merci de m'avoir aussi donné cette liberté-là, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, c'est génial, en fait. Après. Le cinéma d'animation, c'est une industrie. Enfin, un film d'animation coûte très cher, c'est des très grosses équipes, etc. Il y a beaucoup d'enjeux financiers, donc je pense qu'il y en a aussi dans la BD. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont aussi censurées, en fait, des choses qu'on peut pas faire parce que ça va pas passer, parce qu'il faut quand même que les gens viennent en salle. Pour qu'on puisse se retrouver au niveau budget, dans ce qu'on a investi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait, oui. C'est très lourd, en fait. Je donne pas des excuses forcément. C'est pas pour donner des excuses aux producteurs, etc. Mais il y a quelques films, dans La Forêt Mystérieuse, du coup, en fait, c'est le film qu'on a fait à La Réunion, qui est l'adaptation d'une BD de Winchlus, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur de BD génial. Et il a fait une BD pour enfants qu'il a adaptée au cinéma. Et c'est un plus petit budget, et du coup, il y a beaucoup plus de liberté. Parce qu'en fait, au final, moins il y a d'argent, plus il y a de liberté, en fait. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est ma sœur. J'allais le dire. Bonjour. Donc je suis la sœur, voilà. Donc moi j'ai eu la première version de la BD où j'ai beaucoup ri, mais j'ai aussi beaucoup pleuré parce que ça m'a beaucoup émue. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas Enfin, je pense que cette période-là, moi je l'ai vue de très loin. En plus, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de désir d'enfant, donc il y a un truc qui m'a beaucoup éloignée de ma sœur. Et là. C'est assez génial, bref, mais c'est pas ma question, mais de pouvoir recréer de la discussion à partir de dessins et d'histoires, comme ces deux filles hier qui se sont rencontrées autour de cette question-là. Ouais. C'est super. Je me demandais s'il y avait, au moment de sortir de la BD, de la présenter, un corps de la pudeur, ou si tout était sorti dans le dessin, dans la façon de raconter son histoire au public, d'ailleurs d'abord à sa famille, aux proches, ça devait être quelque chose. Et après, encore à des gens, des inconnus, quoi. Non, mais il y a quand même des choses que je garde pour moi. Enfin, je vais pas. En fait, j'essaie quand même. Ouais, c'est ça. J'essaie quand même de garder une forme de pudeur, en fait. Et j'ai essayé d'aborder des sujets que je pensais qu'ils pouvaient concerner tout le monde, en fait. Après, ce qui nous concerne nous, même ma famille, mes liens familiaux, mon copain. Enfin, je veux pas non plus étaler tout. Enfin, voilà. J'ai vraiment. En fait, c'est ça qui était pas évident aussi, c'est de trouver la bonne distance, en fait. À la fois y aller, parce qu'il faut quand même y aller, il faut quand même se dévoiler. J'essayais d'être la plus honnête possible. Je voulais pas me montrer. Je voulais juste être honnête, en fait, pour dire à tout le monde, genre, ok, c'est bon, t'inquiète. Enfin, là, je pense qu'on est je suis vraiment, genre la meuf la pire, en fait, genre qui peut vraiment partir dans tous ces états. Et j'aime bien le montrer. En fait, j'aime bien le fait je trouve ça important, en fait, de le montrer, histoire de dire, oui, on passe tous par là. Et d'ailleurs, par rapport à ça, à la rencontre. En fait, moi, j'espère que ça va aussi parler à des gens qui n'ont pas du tout de désir d'enfant, par exemple. Parce que, en fait, quelque part, c'était important pour moi d'avoir une portée un peu plus universelle que juste la maternité, le désir d'enfant. En fait, le sujet, pour moi, qui était important,
c'était quand on veut quelque chose, en fait, mais qu'on n'y arrive pas. Et on a beau s'acharner, mais ça vient pas, ça marche pas. Et il y a cette idée que quand on veut, on peut... mais non, en fait, c'est pas vrai. Dans la vie, c'est pas comme ça. Et ce sentiment d'injustice, de malade, en fait, de se dire, mais c'est pas possible, quoi. Mais tout le monde y arrive, c'est le truc de base, enfin... Et moi, non, ça va pas. Et j'essaie, je mets toute mon énergie, je me bats, en fait, comme on m'a appris qu'il fallait se battre dans la vie, en fait. Mais ça marche pas, en fait. Et parce qu'en fait, finalement, c'est pas là... Non, en fait, des fois, ça nous échappe. C'est pas vrai que quand on veut, on peut, en fait. C'est pas vrai, c'est une fausse idée, en fait. Et nous, on a eu la chance, au final, ça a marché. Mais ça aurait pu ne pas marcher. Et d'ailleurs, on a été à un moment où on s'est dit, mais c'est pas grave, la vie, elle est là, on va pas attendre toute notre vie derrière un truc qu'on sait même pas ce que c'est. En plus, on l'a jamais vécu, donc il faut juste la vivre, notre vie. On va pas attendre si jamais ça marche jamais. Et donc, il y a des gens pour qui, au final, ça n'a pas marché, mais qui sont très heureux. Je veux dire, c'est pas, le but ultime, c'est pas forcément la maternité. Non, quoi. pas du tout. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Colline. On te souhaite un beau succès avec cette bande dessinée. Je pense qu'on peut te retrouver tout le week-end. Oui. Alors, au stand de Roukmout, avec Maël, qui est là, l'éditeur. Dans la grande... ça s'appelle comment, l'emplacement? Le salon du livre, on l'appelle aussi le QSM. Est-ce qu'il y a des heures de dédicace de prévues? Là, je vais y aller là, je pense. Quelle heure il est? Ouais. Et puis, on est là toute la journée, hein, en gros. Oui. Ouais. Et puis au pire, si je suis pas là à ce moment-là, parce que je suis partie faire un tour, il y a toujours quelqu'un, je reviens. Enfin, en tout cas, en gros, on est là tout le week-end, quoi. Ouais. Très bien, écoute, bon festival à toi et bon festival à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et avant de partir, si vous voulez voir.